Voilà, bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Inspecteur, nous sommes à quelques encablures de la célébration de la fête du 1er mai qui consacre la fête des travailleurs. Voulez-vous revenir sur le sens et la portée de cet événement? Merci beaucoup, M. Mbaye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Je vous remercie d'avoir fait appel à moi pour vous entretenir avec moi sur un certain nombre de questions. Et le prétexte choisi, c'est la célébration de la fête du 1er mai. Pour rappel, je dois dire que, en fait, le 1er mai ou la fête du travail, certains parlent même de fête des travailleurs, c'est selon les approches. C'est consécutivement donc à la lutte syndicale que les organisations de travailleurs, les organisations ouvrières d'une manière générale, ont mené au 18e, 19e siècle principalement pour aller vers l'amélioration des conditions de travail, mais également des conditions de vie. Donc, l'une des réalisations les plus importantes, c'est la réduction du temps de travail qui est passé de 15 heures pratiquement au temps de travail actuel, c'est-à-dire 8 heures. Donc, les organisations syndicales de travailleurs se sont battues, ont fait des sacrifices. Il y a eu des morts, des martyrs pour que le temps de travail donc, soit ce qu'il est actuellement. Donc, les gens réclamaient de meilleures conditions de travail et généralement, c'était le slogan 3x8, c'est-à-dire on veut avoir 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de loisirs, 8 heures de temps de repos. Et les autres réalisations également, les autres acquis donc des organisations syndicales qui ont mené à la fête du 1er mai, on peut citer également donc l'abolition du travail des enfants. Et pour cela, on a, disons, fixé l'âge obligatoire donc de scolarité donc jusqu'à 13 ans. C'était pour éviter que l'on fasse travailler comme ça se faisait donc dans les siècles précédents des enfants donc dans les mines et dans des entreprises industrielles. Et également, ça concerne également le travail pour aller donc vers une meilleure considération de la femme au travail. Donc, pour résumer, ce qui a amené vers la célébration du 1er mai, c'est en fait le résultat donc de la lutte que les travailleurs ont menée pour progressivement avoir donc des acquis qui leur ont permis donc de se retrouver dans des conditions de travail qui puissent garantir, disons, des salaires décents, mais également qui puissent préserver leur intégrité physique et morale au travail. Mais donc, c'est une longue lutte, c'est une longue marche que les travailleurs ont faite du passé jusqu'à nos jours. Il y en a même certains qui ont perdu la vie dans cette lutte syndicale. Donc, pouvez-vous dire que ces derniers ont atteint la prospérité à la lumière du statut actuel du travail et des conditions de travail présentes? Effectivement, si aujourd'hui les travailleurs bénéficient de certaines conditions de travail, si les travailleurs bénéficient de certains avantages liés à leur rémunération, liés aux conditions dans lesquelles ils évoluent dans leur milieu de travail, c'est qu'il y a eu des leaders syndicaux qui en fait ont fait don de soi, qui se sont investis, qui ont fait des sacrifices pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. On peut prendre comme exemple les travailleurs du Dakar-Niger. Ça n'a pas été facile en 1947, mais c'est à travers leur lutte que le chemin de fer a trouvé ses lettres de noblesse dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal. On peut citer l'exemple de Madia Diop, de Iba Ndiaye Diadji et bien d'autres qui constituent des leaders et qui ont contribué à faire de la lutte syndicale ce qu'elle est actuellement. Mais il faut aussi noter que de plus en plus, il y a un effritement
donc, au niveau donc, du front syndical, tout simplement parce que il y a une floraison d'organisations syndicales et souvent la formation qui doit être de mise par rapport, disons, à l'exercice du syndicalisme quand même fait défaut. Mais inspecteur, on parle beaucoup aujourd'hui de la rationalisation des partis politiques, ce qui a provoqué même une loi sur le parrainage. À votre niveau, au niveau du mouvement syndical, que comptez-vous faire pour rationaliser les syndicats? Merci, M. Mbaye. Bon, là, c'est vrai que c'est une question piège, hein, parce que il ne s'agit pas en réalité d'aller vers une limitation, une rationalisation des syndicats, puisque le Sénégal a ratifié la Convention 87 donc, de l'OIT, qui garantit donc, la liberté syndicale, de telle sorte que certains spécialistes de la question considèrent que dès l'instant qu'une organisation syndicale dépose son dossier donc, de reconnaissance au niveau des autorités compétentes, à partir de ce moment-là, elle peut commencer à poser donc, des actes sur le plan syndical. Alors que d'autres pensent que ce n'est qu'en obtenant le récépissé qui vaut reconnaissance légale donc, de l'organisation syndicale en question par les autorités compétentes que le syndicat peut commencer à initier des actions. Parce que, pour rappel, il faut que l'organisation syndicale, après avoir tenu son assemblée générale constitutive, dépose, disons, les procès-verbaux, le statut, les règlements intérieurs et, disons, la liste des membres constituant le syndicat ainsi que leur filiation au niveau de l'inspection. Et une fois maintenant que l'inspection a procédé à une enquête syndicale pour voir dans quelles conditions l'organisation syndicale donc, a été constituée, est-ce qu'elle est conforme au texte, quel est l'objet du syndicat, quel est l'esprit donc, qui le gouverne. À partir de ce moment-là, l'inspection délivre un rapport d'enquête en 3 exemplaires, avec un exemplaire adressé au ministre chargé du Travail, un autre au ministre de l'Intérieur sous couvert de la voie hiérarchique et au procureur de la République. Maintenant, séparément, chacune de ces autorités fait son enquête et donne son avis. Et c'est à partir de ce moment-là que le ministre de l'Intérieur, qui est en fait l'autorité chargée de délivrer les récépissés pour les organisations syndicales, donne ou non un récépissé donc à cette organisation syndicale. Et donc, pour revenir à votre question, donc actuellement, si les textes ne changent pas en la matière, on ne pourra pas en fait, aller vers, disons, ce que vous appelez une rationalisation ou une limitation donc, des syndicats. Pour la bonne et simple raison que dès l'instant qu'une organisation syndicale remplit les conditions pour qu'on lui donne le récépissé, l'autorité administrative n'a pas d'autre choix que d'aller vers ce sens. Mais les dernières élections de représentativité que vous avez eu à organiser l'année dernière ne participent-elles pas à ne répondent-elles pas à une volonté d'organiser les syndicats pour mieux les gérer? Effectivement, en fait, les élections de représentativité syndicale ont eu pour but, entre autres, donc de voir quelle est la représentativité de chaque centrale syndicale. Qu'est-ce qu'elle pèse pour chacune d'elles. Et en fait, cette mesure va avoir pour conséquence donc de limiter le nombre d'interlocuteurs que l'autorité aura en face d'elle. Mais il faut voir que, en fait, comme les centrales syndicales sont constituées de syndicats de base, si on ne va pas vers, disons, une adoption de textes qui permettrait donc de revenir sur les modalités d'octroi de récépissés pour les organisations syndicales, on ne pourra pas aller vers cette rationalisation-là. Maintenant,
les élections de représentativité peuvent permettre donc de réduire le nombre d'interlocuteurs en se focalisant donc sur celles qui sont les plus représentatives. Mais vous avez vu qu'il y a eu quand même énormément de problèmes, de réclamations donc à l'issue de ces élections. Et jusqu'à présent, donc, c'est un dossier qui reste pendant devant la justice. Oui, surtout que si on prend le cas des organisations syndicales des enseignants, au moment que le Premier ministre est en train de signer les accords qui postulent la suspension du mot d'ordre de grève, il y a d'autres syndicats qui comptent continuer la lutte tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conviés aux négociations, faute de représentativité selon l'État, mais par contre, alors que ces organisations disent qu'elles doivent avoir la voix au chapitre parce qu'elles sont bien représentées au niveau de la base. Comment comptez-vous gérer ces contradictions? Bon, je pense que par rapport à cette situation, il y a, disons, on peut convoquer l'histoire. Pendant le magistère du président Abdoulaye Wade, quand l'État a octroyé l'indemnité de recherche documentaire donc, aux enseignants, il y a eu des organisations syndicales, notamment le Sud-Est, le Supros, etc., qui en fait n'avaient pas participé parce que c'est les syndicats dits nouveaux qui catalysent principalement la plupart des enseignants issus des corps émergents qui avaient en fait participé aux négociations, mais au finish, la mesure a été appliquée à tout le monde, bien qu'il y avait des organisations syndicales qui n'avaient pas participé. Donc je pense qu'actuellement, s'il y a des organisations syndicales en fait, qui ont eu à discuter avec l'État et qui, dans un souci d'apaisement et de sortie de crise, ont décidé de lever le mot d'ordre et de discuter avec l'État, je pense que les résultats en fait, doivent être disponibles d'ici quelques temps, puisqu'ils devaient discuter avec le Premier ministre et son staff aujourd'hui. Si ces organisations syndicales-là pensent que, en fait, il est beaucoup plus pertinent à l'heure actuelle pour une sortie de crise de lever le mot d'ordre, les autres organisations syndicales dissidentes qui pensent qu'en fait, elles devraient aller dans un autre sens, je ne pense pas que cette position pourra perdurer, puisque de toute façon, que ce soit les organisations syndicales d'enseignants, que ce soit les organisations de parents d'élèves et disons l'opinion publique d'une manière générale, tout le monde en fait était sur le qui-vive et ont souhaité, disons vraiment de tous nos cœurs que l'on puisse sortir de cette crise-là. Parce qu'on était dans une situation d'enlisement. Donc actuellement, je ne pense pas que cette organisation syndicale-là pourra, ou ces organisations syndicales pourront continuer sur cette lancée, parce que je pense qu'on est plus proche donc, du bout du tunnel que de continuer donc, à, disons, perdurer dans cette situation qui en fait n'arrange pas disons, le système éducatif d'une manière générale et les enseignants en particulier, qui sont du reste des parents d'élèves. Oui, mais on a l'impression que les années passent avec leur cortège de revendications et dans cette perspective, dans cette volonté de réglementer le mouvement syndical, est-ce que vous ne vous confrontez pas à ce que l'on appelle une tour de Babel? Voilà, à chaque fois que vous vous approchez du bout du tunnel, d'autres problèmes surgissent. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, puisque les luttes syndicales ont été toujours le fruit donc, de longs processus. Et tant qu'il y aura des organisations syndicales qui vont naître, d'autres qui vont disparaître, tant qu'il y aura des conditions de travail différentes selon les corporations, il y aura toujours des revendications. Et de ce point de vue, je pense que toutes les mesures qu'on pourra prendre pour aller vers l'apaisement du climat social, en fait, seront les bonnes. Mais
on doit se rendre à l'évidence qu'il y aura toujours des revendications, il y aura toujours des doléances que les travailleurs mettront sur la table de l'État, étant entendu que on n'est pas, disons, dans un contexte où tout est comme on le souhaiterait. Et de ce point de vue, donc, il faudra reconnaître à ces organisations syndicales leur rôle premier, qui est donc de revendiquer pour améliorer les conditions de travail, pour défendre les intérêts matériels et moraux donc, de leur mandat. Ok, pour terminer, on est en 2018. Demain, on célèbre la fête du travail des travailleurs. Quel bilan tirez-vous de la gestion de ces syndicats pour votre ministère? Bon, je pense que les rapports entre le ministère du Travail et les organisations syndicales, en fait, c'est, disons, des rapports de partenariat, puisque le ministère du Travail a cette particularité donc de fonctionner sur la base du tripartisme, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, c'est trois acteurs qui en fait sont autour de la table. C'est l'État, représenté par le ministère chargé du Travail. Ce sont les organisations syndicales de travailleurs, mais également ce sont les organisations syndicales du patronat. Donc de ce point de vue, chaque fois qu'il y a des remous dans le front social, ce sont ces trois acteurs-là qui se mettent autour de la table pour discuter afin de trouver donc des solutions. Maintenant, c'est vrai que souvent les rapports peuvent être tendus, mais nous n'avons pas avec les syndicats donc des rapports conflictuels, mais c'est surtout un partenariat. Nous les appuyons, puisque par exemple, je vous donne un exemple, quand une entreprise doit organiser des élections de délégués du personnel, elle doit faire appel donc à l'organisation syndicale qui est présente au niveau de l'entreprise pour déposer ses listes de candidats. Et de ce point de vue, l'employeur collabore avec l'organisation syndicale. Maintenant, lors des élections, l'inspection vient pour assurer la supervision, pour s'assurer que tout se déroule conformément donc au décret 67 360 qui fixe donc les modalités d'organisation des dites élections. Donc, vous voyez que c'est des rapports donc, de partenariat, de complémentarité, puisque c'est l'administration du travail qui est chargée de veiller à l'application donc, des dispositions légales et réglementaires en matière sociale. Et de ce point de vue, donc, elle aide les deux acteurs, les deux autres acteurs que sont les organisations syndicales patronales et des travailleurs, donc, à améliorer donc, leurs conditions de travail pour que toutes les énergies donc, soient disons, dirigées vers la production. Et quand ça se passe comme ça, c'est donc tout le pays qui en bénéficie. Bon, actuellement, on assiste à beaucoup de licenciements sous prétexte de la crise économique, des entreprises qui licencient beaucoup de leurs employés. Vous, en tant qu'inspecteur, comment comptez-vous arbitrer cette situation? Oui, je pense que c'est des dispositions prévues par le Code du travail, que ce soit un licenciement pour motif disciplinaire ou pour motif économique. Il y a des procédures qui sont prévues. Maintenant, il faut remarquer qu'on ne peut pas empêcher un employeur, disons, de licencier un travailleur s'il pense que le travailleur a commis une faute qui mérite un licenciement. Maintenant, l'inspecteur sera chargé de vérifier pour voir est-ce que le motif allégué par rapport au licenciement est, disons, valable. Est-ce que les droits afférents au licenciement ont été payés, etc. Par rapport au licenciement pour motif économique, il y a une procédure qui est prévue au niveau donc, des articles L60 à L64 du Code du travail. Donc, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique doit convoquer les délégués du personnel, s'il en existe, à une réunion pour rechercher des solutions alternatives au licenciement.
Et à partir de ce moment-là, s'il y a eu donc des propositions qui ont été faites par les travailleurs, c'est consigné dans un procès-verbal qu'il va envoyer, un compte-rendu, qu'il va envoyer donc à l'inspection du travail. Maintenant, l'inspecteur, une fois saisi, va jouer sa mission des bons offices, c'est-à-dire rechercher en collaboration avec les deux parties, l'employeur et les représentants des travailleurs, des solutions. Si, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui est imparti, aucune solution n'a pu être trouvée, à partir de ce moment-là, l'employeur maintenant va sortir la liste donc des postes qu'il envisage de supprimer en se basant sur deux critères. Ceux qui présentent une aptitude professionnelle moindre par rapport au poste à supprimer et ceux qui ont une plus grande ancienneté, en précisant que l'ancienneté peut être majorée donc pour charge de famille. Et la liste maintenant présentée aux délégués, ces derniers vont l'étudier et l'employeur va convoquer une nouvelle réunion. Et lors de cette réunion, si les délégués en fait, ont des avis et des suggestions à donner sur la liste, ils le font. S'il n'y en a pas, maintenant l'employeur pourra procéder, disons, au licenciement des travailleurs en leur payant donc les droits qui sont prévus, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé et une indemnité spéciale d'1 mois de salaire. Voilà. Merci, monsieur l'inspecteur, et bonne fête de travail. Merci beaucoup. Bon, peut-être pour terminer, je devrais tout juste préciser en fait, que je suis contrôleur du travail et de la sécurité sociale. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour vous remercier par rapport donc, à cette saisine. Ça nous permet, nous, administration du travail, d'être un peu plus visible, puisque c'est le vœu de plusieurs entreprises et de travailleurs. Et je termine également pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs, qu'ils soient dans le secteur privé, qu'ils soient dans le secteur public, qu'ils soient au niveau de l'économie informelle. Donc, bonne fête de travail à tous et que tous les travailleurs du Sénégal se retrouvent donc dans des conditions de travail optimales. Merci.